Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couvre, l'émission de débat autour du manga. Aujourd'hui, on se plonge dans un monde à la réalité frappante. Oui, nos géopolitiques sont dessus-dessous des sociétés aux prises avec le pouvoir et la corruption, un système fascinant où tout a un prix et où la connaissance est parfois la seule lueur d'espoir, mais qui est contrôlée par une organisation surprenante. Un monde dans lequel les héros sont faillibles et complexés. Des OED. Dans lequel ceux que l'on considère comme méchants ne le sont pas forcément, un monde où il est question de péchés capitaux aussi. Ce monde, non, ce n'est pas le nôtre. Ouais, ça y ressemble un peu, mais ce monde, c'est celui créé par Hiromu Arakawa. Elle a réussi à donner vie à un univers où chaque pierre, chaque personnage, chaque trait, chaque dilemme trouve son écho dans notre propre monde. Bravo. Même l'alchimie est plus qu'une simple quête de pouvoir. La seule différence, c'est qu'on peut faire réparer son bras chez le garagiste. Et c'est à peu près tout. Alors, tranquillement, sans banguériser quoi que ce soit, on se dit simplement Full Metal Alchemist doit-il être au panthéon du manga? Non? Oh, rien que ça. Bon, enfin, d'abord, on va créer un panthéon du manga. Et si la réponse est oui, on va devoir faire une cérémonie, inviter du monde, un orchestre. Leur donner voilà. des épées rituelles. Exactement. Donc ça va pas être tout pour tout de suite, c'est sûr. Mais en attendant, question à la fois facile et complexe. FMA, pour vous, c'est top combien? Top 1, top 2, top 3, top 10, top 20, top 50. Salut les petits clous. Top 50, c'est sûr. Top 10, c'est pas mal aussi. Ouais, franchement. Ouais, moi je dirais dans mon top 10, dans mon top 3 ou 5 shonen, tu vois, genre je pense que ça fait partie de mes 3 ou 4 ou 5 shonen préférés, ouais. Et après c'est trop dur de faire d'ordre et tout, mais là en le relisant c'était encore plus frappant, c'est vraiment ouais, au moins dans mes shonen préférés, quoi. Alors pourquoi Full Metal Alchemist est un manga incontournable? Accrochez-vous, on va explorer ça ensemble maintenant dans la 5e de couvre. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous êtes en train d'écouter la 5e de couvre, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer Full Metal Alchemist. Salut Robin, salut Julie. Salut. L'événement donc de votre fin d'année, c'est une relecture assidue de Full Metal Alchemist. Est-ce que ça fait du bien? Mais carrément. Franchement, en plus moi je les ai relus vraiment via la Perfect parce que j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui avait la Perfect édition, donc j'ai pu les relire dans ces conditions-là. C'était quand même assez parfait, voilà, comme condition. Oui, bah écoute, moi je me disais, en plus je suis dans une période où j'ai vraiment énormément de lectures à faire et en fait, ça passe tout seul. Évidemment. C'est clair. Si vous nous découvrez seulement maintenant, merci d'être avec nous. La 5e de couvre, c'est un podcast manga à 99% du temps. On parle à chaque fois des bouquins. On est hebdo, on dure 1 heure, c'est plus de 270 000 émissions. Vous regardez, vous scrollez, vous écoutez tout ce que vous avez pu rater. Des fois vous revenez, des fois on vous lasse. Ça arrive, c'est pas grave, vous attendez un petit moment, vous nous écoutez plus, puis ensuite vous réécoutez tout ce que vous avez raté. Vous allez voir, il y a de tout. Il y a de la thématique, des catalogues, de l'analyse, de la biographie, des débats, et puis après vous êtes relâcés, donc vous attendez. Si vous aimez ce qu'on fait, merci, laissez des commentaires, une note, partagez l'émission autour de vous, auprès de vos amis, de vos collègues, c'est le meilleur moyen de nous aider. Cette émission donc, on a beaucoup hésité. On a beaucoup hésité sur ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait une émission ultra thématique, hyper ciblée? Genre j'avais proposé la représentation de l'armée dans Full Metal Alchemist. On avait pour 3 heures. Pointu. Là c'était vraiment... C'est un sujet de thèse. Ouais, mais je me suis dit pourquoi pas, je sais pas, j'avais proposé d'autres idées comme ça. Est-ce qu'on fait un truc plus large? Et on avait un peu envie des deux, parce qu'il y avait des idées qui étaient bien, d'autres qui étaient moins bien. Bon, on a tranché sur une émission plus large, mais on ne s'interdit pas de reparler de Full Metal Alchemist dans les prochains mois. Pas tout de suite, effectivement, il va falloir attendre un petit peu, mais on s'interdit pas dans les prochains mois de revenir dessus. Full Metal Alchemist, si vous écoutez cette émission, vous savez de quoi ça parle, vous êtes déjà fan, j'espère que vous êtes déjà fan. Je pense qu'on va pas mal spoiler, hein. Ah oui, autant le dire tout de suite. On est un peu obligé, je pense. Si on veut vraiment en parler, on est obligé de parler des événements précis, on est obligé de parler de chimères, on est obligé de parler de plein de choses. Du coup, on sait de quoi on va parler. On est obligé de parler du 6 octobre. Wow.
3 octobre. Je le connais plus par cœur. Le début octobre. On aurait pu sortir cette émission début octobre, c'est vrai. Jour de l'incendie de la maison des frangins. Alors, Full Metal Alchemist, pourquoi c'est incontournable aujourd'hui? On va essayer d'y répondre de plein de manières différentes, mais la première réponse, c'est à cause de son univers. Un univers crédible, bien construit, c'est ce que je disais dans l'intro. On se voit dedans, on est bien, puis surtout on voit des choses trop belles dans cet univers. Alors des choses horribles, mais on voit aussi des choses super belles. Moi je vois des pays, je vois un truc réfléchi, je vois un truc construit. Mais en fait c'est ça, enfin pour moi tu dis Full Metal Alchemist et à côté de tout le design de Hironobu Arakawa sur cette série, il y a vraiment le mot intelligence qui apparaît tout de suite à côté. Je veux dire, c'est une série où on te prend jamais pour un débile. On te parle vraiment les yeux dans les yeux et on te parle de choses sérieuses, tout en restant hyper avec une narration hyper divertissante, hyper entraînante, feuilletonnante, et c'est ça, le mélange est incroyable. C'est ça, et en fait je pense que il y a de l'intelligence et il y a de la richesse, c'est-à-dire que c'est un monde, comme tu dis, c'est un monde assez vaste avec des pays, une géopolitique, tu l'as dit en intro, des cultures différentes, parce que c'est pas tout de dire oui il y a le pays contre le pays de machin, mais là elle va jusqu'à pousser le truc de t'arrives même à comprendre quelle est la culture de ce pays-là. Il y a du décalage de langage quand certains personnages arrivent, ils se comprennent pas complètement, il y a des choses comme ça qui interviennent, donc il y a vraiment cette idée d'être dans un monde très vaste et dans lequel on va voyager aussi. C'est ça qui est super agréable, c'est qu'on voyage avec les personnages et de toute façon la lecture c'est un voyage immobile, ça, c'est pas moi qui ai inventé la formule, mais et je trouve qu'avec Arakawa il y a vraiment au sens littéral quoi, elle nous fait voyager dans le monde qu'elle a créé et elle l'a créé vraiment je dirais presque avec l'assiduité d'un créateur de jeux de rôle, tu vois, il y a vraiment tous ces petits détails, ces petites particularités de chaque endroit du monde et ça offre beaucoup de crédibilité à ce qu'on est en train de lire, quoi. Je trouve qu'on voit deux choses à deux moments différents parce que effectivement on a l'impression d'être dans un RPG en monde ouvert où tout est possible, où tu sais qu'il va y avoir presque des extensions à chaque mais tu vois aussi une petite chose juste par le bout de la lorgnette au début. T'as pas l'impression du tout que tu vas voir autant de paysages. Non, c'est toute la force de la grammaire manga en général, c'est que généralement t'es porté par les personnages et Arakawa ne transige pas là-dessus, c'est que quand même l'histoire est racontée à travers les personnages. Alors après, là où elle est aussi intelligente, c'est que très vite le récit il devient quand même assez choral. Il commence à avoir, au début évidemment il y a des héros et tout, mais il commence à avoir plein de personnages qui commencent à avoir leurs petits sous-arcs un peu partout dans le monde et du coup tout ça te permet de toi un peu aller voir un peu partout ailleurs et tout. Et ce qui est marrant, c'est que tu dis, voilà, on pourrait très bien imaginer des extensions, des spin-offs, des trucs comme ça. Effectivement, quand tu lis, tu peux te dire, ah, mais j'aimerais bien avoir une aventure qui se passe. Et en fait, une fois que tu as fini Full Metal, tu dis, bah en fait, non, j'en ai pas besoin, c'est bon, j'ai déjà suffisamment visité et compris des choses. Et ça, c'est très fort, je trouve. Ouais, oui, il faut qu'on revienne sur les personnages de toute façon parce que c'est vraiment une galerie qui est foisonnante, qui est encore une fois intelligente. Ils sont pas d'accord, mais ils peuvent coopérer. En fait, c'est vraiment hyper bien fait. Et enfin, la genèse de cette œuvre serait vraiment intéressante à étudier parce que on a des bribes. Elle a fait pas mal d'interviews. Elle en a parlé d'elle-même dans d'autres de ses séries. C'est un auteur qui est assez bavard finalement. Elle aime bien. En tout cas, dans la première version, il y avait toujours des bonus où elle nous donnait un tout petit des miettes de ce qu'elle vivait au quotidien en travaillant sur Full Metal Alchemist et en fait c'est un boulot monstre quoi. Enfin, elle achetait des vingtaines de bouquins chaque semaine sur la politique, les assassins, la psychologie, l'alchimie, enfin plein de choses extrêmement variées, mais c'est ça effectivement qui donne ce goût particulier, cette richesse, comme une nourriture est riche en fait. C'est vraiment le même parallèle qu'on peut faire. Puis très vite, ce qu'on voit aussi, c'est des personnages de pouvoir qui n'ont pas tous l'air très sympas, qui ont très vite l'air pourris par le pouvoir. Même un des premiers personnages antagonistes entre guillemets qu'on rencontre, il est bien pourri juste comme il faut. Bon, on apprend d'autres choses ensuite, mais on voit des militaires, incarnation incroyable du pouvoir. On voit que le héros est un militaire. Aussi.
Non, mais ça, c'est pas commun non plus. Non, et je pense que... Ouais, alors déjà, en fait, mais ça participe de la richesse dont je parlais aussi, c'est que dans cette description des territoires et tout qu'on va découvrir, il y a aussi effectivement une description visuelle et une description esthétique, quoi, je sais pas comment dire, mais et là, on a un soin que moi, j'avais jamais lu jusqu'à présent, c'était un soin sur justement la codification de comment l'autorité militaire de l'endroit où on est organisé, tu vois. Et effectivement, il y a des systèmes de grades, les costumes et tout. Et en fait, on sent que tout ça est très réfléchi. Et en même temps, on sent aussi qu'elle se fait plaisir. Tu sens que l'autrice, il y a quand même un sens du design de faire des costumes. Parce que, ok, c'est des militaires, mais leur uniforme, tu sens qu'il a été travaillé et avec goût, tu vois. Il est quand même stylé, quoi, leur uniforme, malgré tout. Et je pense qu'il y a ce mélange de vouloir mettre de la crédibilité et se faire plaisir aussi en tant que dessinatrice en dessinant des personnages stylés avec assez classe, graphiquement bien habillés et tout. Et tous ces éléments s'imbriquent pour vraiment former une alchimie, si j'ose dire, qui fonctionne très très bien sur le lecteur, quoi. Et ça travaille notre imaginaire parce que à chaque fois, que ça soit le petit frère, les militaires, les religieux, on travaille toujours sur notre imaginaire. Exactement. En y ajoutant toujours du fantastique, mais on travaille dessus, quoi. Et je dirais même d'un point de vue strictement narratif, c'est super efficace parce que dès que tu vois un mec habillé de telle manière, une fois qu'on t'a compris que c'est un gars de l'armée, tu sais tout de suite dans quel camp il est et comment il va se comporter, et tu peux aussi jouer là-dessus et te dire justement en fait je pensais qu'il était dans ce camp et puis il a changé. Enfin voilà, c'est aussi des outils qui peuvent être très très utiles d'un point de vue narratif, quoi. Ouais. Non, en fait, ça me fait juste penser que, d'habitude, on n'a pas l'impression que c'est un trait, fouillé. Je veux dire, les planches d'Arakawa sont assez aérées. Il y a, en tout cas, les visages, quelques traits suffisent à matérialiser des expressions. Et en fait, quand tu regardes dans le détail, il y a plein de petits détails qui sont à la limite du visible, mais qu'on intègre malgré tout. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est presque une forme de ligne claire, moi je dirais. Enfin, c'est assez rare dans le manga. Il n'y a pas beaucoup de mangaka qui vont vers cette famille graphique là, mais c'est vrai qu'elle est un peu là-dedans, quoi. Elle a ce truc de c'est net, quoi. Mais ah oui, c'est net, c'est militairement net. C'est pas des hachures et des petits traits, mais c'est très net, quoi. Puis il y a quelque chose qui est soit propre au manga et qu'on ne voit pas forcément dans la littérature fantasy habituellement, c'est le rapport au quotidien. On irait presque les voir comme Sangoku, on le voit faire pipi, tu vois, dans Dragon Ball. Là on a presque effectivement on partage des moments des moments quotidiens qu'on ne voit pas forcément dans plein d'autres histoires. Ouais, c'est un truc, c'est marrant. On en avait parlé avec Julien Nil à l'époque quand il était venu parler de son top 10. Il avait parlé d'un cas très précis dans Fullmetal que lui trouvait génial. C'était quand Edward et Alphonse arrivent à Rush Valley pour faire réparer l'automail c'est la première fois, je crois, qu'il se pète son automail et qu'il doit le faire réparer parce que c'est un endroit où il y a des réparateurs d'automail très célèbres et tout, et donc c'est censé être juste une étape dans leur aventure. Ils doivent venir dans le village, se faire réparer leur truc et puis repartir, quoi. Sauf qu'en fait il y a une tempête et ils se retrouvent bloqués dans une maison où il y a une nana qui est en train d'accoucher, et du coup il y a cette espèce d'événement très concret, très quotidien qui arrive et qui vient complètement perturber la quête un peu épique, on pourrait dire, des personnages. Mais c'est comme ça, c'est-à-dire c'est la vie. Là en fait la naissance d'un enfant est plus important que votre aventure, et du coup ils sont soumis à ce truc du quotidien banal, entre guillemets, mais je veux dire cet événement du quotidien. Et je trouve que c'est un truc que le manga arrive à faire parce qu'il a justement cette dimension feuilletonnante et cette place. C'est-à-dire que c'est quand même une saga qui s'étale sur pas mal de tomes, et du coup Arakawa peut se permettre ce luxe, entre guillemets, de mettre ces petits moments du quotidien. Donc il y a cet événement en particulier, mais t'as plein de trucs, genre le fait ne serait-ce qu'il a pété son bras et de se le faire réparer, tu vois, c'est juste un truc banal, mais voilà. Dans une histoire, normalement, t'as pas le temps de te perdre là-dedans, quoi. Et donc, tu fais cette situation. Tu fais le train. J'ai commandé un truc sur internet, je l'ai reçu, quoi. Ils prennent le train tout le temps. Il y a des scènes où ils sont dans le train et tout. Tu vois, ça, c'est des trucs, c'est complètement anti-dramaturgique, mais en même temps, c'est ce qui amène du corps et de la crédibilité au récit, quoi. Non, mais pour revenir, effectivement, l'idée de l'accouchement est formidable. Après, moi, je pense que le fait qu'elle soit une femme, ça joue. Oui, le fait qu'elle ait grandi dans une ferme et qu'à 13 ans, elle se soit retrouvée face à une vache vélante, c'est qu'il n'y avait personne pour l'aider. Voilà, faut mettre les mains dans le cambouis, quoi. Et c'est ça, le quotidien qu'elle nous montre. C'est vraiment une espèce de
Europe du début du XXe siècle, très peu industrialisée, très peu, il y a des machines, mais il y a aussi beaucoup le recours à l'alchimie, donc il y a une compensation quelque part. Mais c'est fait de ce moment où fallait faire les choses. Et on ne pouvait pas appuyer sur des boutons et les choses étaient faites. Les mineurs, ils travaillent à la mine et c'est compliqué, mais c'est leur travail. Et c'est ça qui est aussi très réjouissant, parce qu'en fait, les choses, même si ces héros sont capables de les créer presque du néant, non, en fait. Ils sont quand même, à un moment donné, rattrapés par la réalité, quoi. Voilà. Justement, parlons-en cette chose-là qu'on appelle alchimie. C'est pas très réaliste, ça. C'est à partir de ce moment-là où le récit prend sa tournure. Alors, quand on rencontre les personnages aussi, mais vraiment on le voit tout de suite. Mais c'est ce qui fait prendre de l'épaisseur au récit du point de vue fantastique des choses. C'est qu'il y a donc ce concept de l'alchimie. Un système qu'on comprend, qu'on connaît, mais qui est à la fois très mystérieux, très fascinant. C'est pas de la magie, c'est autre chose. C'est plus logique que de la magie. Ouais. En fait, moi ce que je trouve assez génial avec l'alchimie, et c'est ce qui fait que pour moi Fullmetal c'est une grande œuvre, c'est que elle parvient en ayant créé ce système à faire cohabiter entre guillemets ses intentions scénaristiques et aussi les éléments diégétiques de son histoire. C'est-à-dire que tu sais, souvent, je crois que c'est Alain Damasio, écrivain de SF, qui parle de ça. Il dit que pour lui les grandes fictions, c'est des fictions qui arrivent à réunir trois types de choses. C'est percept, donc percevoir les choses, apprendre des choses, affect, ressentir des émotions, et concept, c'est-à-dire un truc philosophique, quoi, qui te fait réfléchir sur le monde et tout. Et je trouve que le concept de l'alchimie, c'est un truc super fort, parce que tout de suite elle énonce la règle, quoi, c'est-à-dire l'échange équivalent, c'est-à-dire ok, c'est un truc qui a l'air magique, mais t'as rien sans rien. Donc ça, et là ça va conditionner à la fois les pouvoirs des héros, mais aussi les thèmes, quoi, du récit. Donc c'est vraiment un truc, je trouve, assez rare de voir un manga qui arrive à ce point à, dans le concept même des pouvoirs de ces personnages, arriver à introduire tous les ingrédients et les thématiques de son récit, quoi. Philosophique et scientifique aussi. Oui. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'alchimie, c'est quelque chose qui vient de loin pour nous. En tout cas, c'était beaucoup plus à la mode au Moyen-Âge. Mais elle a réussi à garder l'image qu'on en a de quelque chose qui est à la lisière, en fait, du magique et du scientifique. Donc, il y a des règles comme en science, comme en magie, finalement. Certains mondes magiques fonctionnent également beaucoup par des réglementations, et tout n'est pas forcément possible à l'infini. Et ce qui est bien, c'est que le résultat est que on a quelque chose qui a l'air magique, comme tu disais, mais qui repose sur des préceptes très très sérieux, à tel point que il faut faire des études pour obtenir le savoir qui te permet d'accéder à ces pouvoirs. Donc rien que ça, de dire que la base de tout, c'est le travail, c'est aussi une façon très terre à terre, en fait, de fixer les choses dans le récit. Et c'est ce qui caractérise les proto-sciences comme l'alchimie, c'est-à-dire qu'on mélange science et philosophie, puisqu'on spécule sur une science qui n'existe pas, qui théoriquement pourrait fonctionner en spéculant. Ouais. Mais on faire des expériences là. Mais du coup tu peux pas effectivement la prouver. Et c'est surtout que là son vrai tour de force, c'est que là ça a l'air très chiant dit comme ça, mais elle arrive à rendre ça super cool, quoi. C'est-à-dire que graphiquement et en termes de possibilités d'images à montrer et de choses à projeter sur ce que les personnages sont capables de faire, c'est très cool, et ça reste un shonen, tu vois, genre vraiment elle a réussi à mettre cette profondeur thématique et conceptuelle dans un pur récit shonen qui oublie pas d'être divertissant et d'avoir un système de pouvoir stylé, des mecs qui utilisent l'alchimie de manière très différente, mais qui sont tous effectivement des puits de science dans leur domaine et tout, mais qui vont tous développer l'alchimie d'une manière très personnelle qui va leur faire développer des pouvoirs personnels. Et là on est des pouvoirs singuliers, et là on est dans la pure grammaire shonen, donc ouais, mais sauf que on n'est pas dans l'escalade de puissance. C'est ça. C'est-à-dire que si, il y a une escalade, mais
elle est très très vite contrecarrée par les principes de cette l'alchimie, science, ouais. de cette pseudo-science. Mais ce qui est cool, et là on en revient aussi à ce qu'on disait au début sur la crédibilité aussi de l'univers. Bon, bien sûr que ce que font les personnages dans Fullmetal Alchemist, même d'un point de vue de combat, est complètement disproportionné. Personne n'arrive à se battre comme ça. Mais il y a quand même une suspension de crédibilité dans le fait que justement il n'y a pas ce power-up interminable de ils ont battu un mec puis après ils vont battre un mec plus fort et tout, parce qu'en fait en vrai au début du manga, Ed et Al ils ont la puissance qu'ils auront à la fin, ils n'auront pas changé si ce n'est qu'ils ont appris des choses, mais je veux dire ils ont plus d'expérience sur les pouvoirs en eux-mêmes, ils font les mêmes choses au début qu'à la fin, à part Al à la limite il peut taper dans les mains, il savait pas le faire au début, mais c'est le seul truc qui va à quel prix c'est le seul truc qui va développer lui, mais sinon et c'est ça qui est très cool, c'est qu'au final et même les antagonistes du début seront ceux de la fin, et enfin tu vois, tout ça fait que t'es dans un tout, quoi. Voilà, tout est dans un. Mais je veux dire, c'est ça qui rend le manga aussi très original pour un shonen, quoi. Mais à quel prix? C'est ce que vient de dire Julie à l'instant, et c'est ce qu'on se dit tout le long du manga. Quand on lit Fullmetal Alchemist, mais dès le tome 1, on se dit mais quel prix ils ont payé, quoi. En fait, t'es presque en train de pleurer, mais c'est pas possible. Pour moi, c'est alors là, j'en suis à ma 3e ou 4e relecture. Et je crois que j'avais oublié à chaque fois à quel point le tome 1, en fait, il contient tout. Tu as déjà les personnes, comme tu dis, les antagonistes du début, tu les retrouves à la fin. Les problématiques du début, elles les accompagnent pour les 27 tomes. Moi, je suis restée sur ma vieille édition, excusez-moi. Mais, la pauvre. Mais voilà, je l'assume. J'aime beaucoup cette édition. Elle est pratique et facile à utiliser. Mais je trouve que c'est terrible, en fait. C'est cette réflexion sur tout a un prix. Il faut payer le prix si tu veux accéder à certaines choses. Je crois que c'est une façon extrêmement à la fois dure, mais très honnête d'expliquer le monde à des jeunes enfants, puisque c'est quand même un shonen, donc destiné à être lu par des enfants, ou des adolescents, quoi. Ouais, mais on reste tous un peu des enfants quand on est face à ce genre de lecture. Oui. Parce que tout a un prix dans l'alchimie, et même tout a un prix quand on fait quelque chose de mal, on se fait aussi reprendre. Enfin, là, on va revenir sur cette image qui a choqué des millions de personnes à travers le monde. La chimère enfant toutou. Ouais. Eduardo. Mais c'est vraiment... c'est atroce. Et c'est... Encore une fois, ça démarre vraiment sur les chapeaux de roue. Moi, j'étais étonnée du nombre d'informations qu'il y a contenues dans un seul tome. Ouais. C'est une brique. Si c'était transformé en prix ou en poids, c'était vraiment... Mais c'est énorme. Il y a énormément de choses qui se passent. Il lui suffit de 1 ou 2 cases pour résumer et qu'on comprenne en un clin d'œil la situation. Et en fait, comme tu dis, il y a des images, c'est une seule image et tu prends cher. Enfin, je veux dire, émotionnellement... Et tu la gardes longtemps en tête, je trouve. Et en plus, celles-ci, elles vont quand même se superposer, se cumuler petit à petit. Et c'est vrai que... Enfin, comment dire... la vie ne fait pas de cadeaux aux frères Elric, mais leurs ennemis, c'est pas non plus des enfants de cœur, quoi. Enfin, parce que vraiment... pour reprendre cet exemple, que même ceux qui n'ont pas le relu récemment ou tout lu de Fullmetal Alchemist ont en tête, c'est peut-être l'exemple le plus parlant, c'est-à-dire que tout a un prix. Donc lui, il paye le prix. Alors, il s'en rend peut-être pas compte, mais pour avoir récupéré sa licence d'alchimiste. Et en même temps, il va payer le prix d'avoir voulu briser les règles. Et en même temps, je trouve que c'est des leçons qui se superposent les unes sur les autres. C'est-à-dire que là, oui, t'es face à un personnage qui n'agit pas par pur machiavélisme, tu vois, de méchant de base qui veut être le plus fort. Tu vois, il est rattrapé par une réalité, encore une fois, très concrète de si j'ai pas ma licence, je suis foutu, quoi. Tu vois, genre, j'ai vraiment. C'est très matérialiste, quoi, quelque part, comme manière de voir les choses. Et du coup, ça rend son acte horrible à la fois compréhensible, mais qui n'en reste pas moins horrible, tu vois. Mais voilà, c'est ça qui rend aussi la scène. Et en plus, d'un point de vue de pure mise en scène, la scène est incroyable. C'est-à-dire que la case où la chimère dit Edward, on va jouer,
et vraiment t'as la gueule du monstre qui est terrifiante et c'est vraiment non mais c'est vrai que là c'est une image qui reste dans le cerveau quoi. Je me demande combien de temps elle a passé, tu sais, à la dessiner ou redessiner ou si elle l'a fait d'un coup, genre c'est ça. je suis arrivé tout de suite, ok, je veux plus la revoir. C'est typiquement les backstage que tu as envie d'avoir, tu sais, de dire, mais alors ça comment ça vous est venu? Après, c'est intéressant parce que on va s'éloigner un petit peu. Cette scène, elle arrive très tôt dans le manga. Hein, en plus, ouais. Et c'est vraiment un poids qu'ils vont garder sur le cœur pendant tout du long. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est des enfants. Ils ont quand même 11 et 12 ans au début de l'histoire. Et c'est là où tu te dis, ça dure au moins 3 ans, parce qu'à la fin, ils sont quand même un peu plus grands, quoi. Et tout ça pour dire qu'ils vont mûrir, ils vont rencontrer tellement de gens qui vont leur poser des questions différentes, qui vont reformuler les problématiques qu'ils se posent, qu'au bout d'un moment, ils arrivent à sortir quand même de ce truc de 1 égale 1, il faut qu'ils arrivent à sortir d'un système de pensée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un combat que Alphonse fait contre Kimblee, par exemple, où lui, il dit, non, soit tu perds, soit je gagne. Et l'autre, il fait, ah non, mais on peut faire... il y a encore 2 autres possibilités qui sont envisageables, etc. Et la conclusion de leur combat, c'est juste, ok, mais il faut être prêt à toute éventualité, quoi. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que finalement, le système est très rigide, le monde est très codifié, très encadré, parce qu'il y a des gens qui veillent à ce qu'il soit toujours immuable aussi, mais il faut trouver la porte de sortie. Il faut pas s'arrêter au « ah ouais, la règle dit que c'est pas possible ». Oui. C'est un drame en plus. Cette série, elle nous fait rire par moments, mais c'est aussi un drame. Ils sont des épreuves à passer. De l'intro, la scène d'intro, pardon, mais c'est vraiment la scène d'intro la plus traumatisante, quoi. Genre vraiment, ils ont voulu faire un truc et en fait, en gros, l'enjeu du manga, c'est rattraper leur connerie, quoi. Et je trouve que mais t'imagines le dilemme moral pour Ed tout le long. Tout le long, il vit avec ça. Il a même appris à vivre avec ça. C'est incroyable, je trouve. Il est soulagé à un moment quand même, parce qu'il avait quelques questions qui planaient et puis on lui dit non. Prends du recul. Il y a peut-être des choses que tu crois ou que tu as cru pendant tout ce temps qui n'étaient pas aussi durement écrites dans le marbre, quoi. Mais c'est autant de choses. Bon, si tu peux. Et c'est autant de choses aussi qui nous font regarder ce manga et aujourd'hui le prendre à peut-être plusieurs relectures. Hein. C'est peut-être aussi pour ça qu'on se fait ces réflexions-là. C'est peut-être aussi une question d'âge, d'époque, de maturité, j'en sais rien. Mais on y voit du réel dedans, tout le temps. Ce que je disais en intro, c'est que ce monde, il ressemble à alchimie à part, à un monde qui ressemble au nôtre, malgré tout, de plein des manières. Oui, donc voilà, ça c'est sûr que c'est pour moi, je dirais presque si on devait en trouver une, c'est la raison principale qui fait que ce manga est vraiment si marquant. Je pense que c'est la manière qu'il a d'interroger notre réalité, à la fois dans ce qu'il montre et aussi dans ce qui fait, ce à quoi il fait réfléchir, tu vois. Et effectivement, le propre des grandes fictions, c'est de créer une espèce de parabole sur une situation imaginaire, mais qui va finalement te faire te poser des questions sur ta réalité à toi. La science-fiction, c'est quand même ça le principe aussi. FMA est pas à proprement parler un manga de science-fiction, mais c'est un peu dans ce truc de te transposer dans le futur pour te faire réfléchir sur le présent, tu vois. Et là, c'est te transposer dans un autre monde pour te faire réfléchir au tien. Et effectivement, ça pose des questions. En fait, c'est aussi tout l'intérêt d'un système magique. C'est que créer une situation fantastique ou imaginaire qui n'existe pas dans la réalité, c'est montrer visuellement un exercice de pensée, tu vois. Et en gros, la philosophie repose principalement sur faire des exercices de pensée, mais ça reste dans ta tête, tu vois. Ou alors c'est des paraboles que tu racontes, mais là, elle te le montre visuellement, elle te dit voilà ce qui se passerait si tu pouvais faire ça, quoi. Et du coup, ça te fait forcément réfléchir à plein de questions. Le progrès scientifique, par exemple. Voilà, éthique, morale. Enfin voilà, c'est vraiment c'est un vrai shonen philosophique, quoi, quelque part. Qu'est-ce que ça apporte au manga narrativement dans le schéma scénaristique? Là, on parle plus technique de scénario. Qu'est-ce que ça apporte le fait que ça soit réel?
Bah nous, je pense qu'on s'identifie carrément vraiment facilement, quoi. Et encore une fois, comment dire, je pense que le réalisme qu'elle insuffle dans ses histoires, ça vient vraiment du fait qu'elle a une vie pratique, au sens où elle a manié des outils, conduit des camions, enfin, elle sait... elle a une connaissance concrète du monde, très empirique. Donc oui, c'est à la fois très matériel dans les conceptions qu'elle se fait des choses, mais ça renvoie forcément aussi à un éternel questionnement sur ta place dans le monde, comment tu fais certaines choses, et c'est extrêmement sain comme exercice, je trouve, de penser. Ouais, clairement, le premier rapport au réel qu'elle offre, c'est le sien. C'est quand même le travail d'un auteur en général, hein, c'est d'amener de soi dans ce qu'on fait, et effectivement, son parcours, son vécu. Et c'est vrai que pour une mangaka, elle a un vécu assez singulier, tu vois. Elle n'a pas un parcours de mangaka habituel, et forcément, c'est peut-être aussi ça qui participe à l'originalité de son œuvre, quoi. Moi, j'y vois aussi du faux réel, du réel imaginaire, dans le sens où toute la partie conspiration, trahison dans l'armée, c'est des choses qu'on projette, qu'on ne connaît pas forcément. Oui, bien sûr. En tout cas, on s'y intéresse pas forcément, mais en tout cas, on projette ça comme super réaliste. Bah oui, parce que en plus, en vrai, dans la réalité réelle, quand on te parle de complots et de trucs, tu les as jamais vus. C'est des choses qu'on t'a racontées, donc quelque part, tu les perçois déjà d'une manière un peu fictionnée, quoi, si je peux dire. Et bah là, pour le coup, vu qu'elle nous met dans un contexte effectivement historique avec des guillemets, bah voilà, forcément ça fait appel aussi à plein d'histoires qu'on nous a racontées sur des complots qui ont existé ou pas, tu vois. Et puis narrativement, ça te permet de tuer le bon personnage au bon moment. Non mais c'est vrai, hein, ça c'est quelque chose qui va te toucher, et en même temps, comme c'est réaliste, c'est fantastique mais réaliste, bien sûr, ouais. Mais du coup ça devient crédible, tu ne t'y attends pas, et pourtant c'est pas si surprenant que ça. Ouais. Bah, c'est aussi pour décrire ce qu'est la cruauté de la guerre, quoi. Et puis la réalité cruelle de la guerre. Et pour le coup, ça, c'est aussi un truc à la relecture qui m'a frappé. C'est effectivement comment elle arrive à bien te mettre dans une situation de guerre, quoi. De vraiment, qu'est-ce que c'est la réalité de la guerre, quoi. C'est effectivement pouvoir mourir à tout moment, la propagande de guerre, les mensonges, l'instrumentalisation des populations. Enfin, tu vois, tout ça, c'est des trucs qui sont réel, quoi, dans la vie, quoi. Et elle arrive à mettre tous ces sujets-là qui sont quand même très compliqués, quoi, à aborder, et elle arrive dans son monde à faire en sorte que ce soit, je sais pas comment dire, fluide, quoi. Et puis le parallèle un peu évident qu'on voit tous depuis des années, sans vraiment mettre vraiment le doigt dessus, mais c'est le XXe siècle européen, quoi. Ouais. Oui, je sais que y a eu ce parallèle qui a été fait tout de suite, en tout cas qui a été renforcé avec la fin qui était proposée avec le film The Conqueror of Shambhala, puisqu'il y avait une espèce de... en gros, c'était un monde parallèle, et à un moment, il passait une porte et il se retrouvait dans notre monde à nous, avec la montée du nazisme, l'apparition de figures historiques comme Fritz Lang sous les traits de King Bradley. Il y avait plein de petits clins d'œil. C'était une super idée. C'était dans la première très version de l'animé, effectivement. Oui. J'adorais cette idée. C'était une super bonne idée. Et en fait, comme tu dis, à la relecture, moi, je me suis dit, waouh, mais la résonance que ça prend aujourd'hui, quand tu vois les images des populations sous les bombes, qui se superpose à ce qu'elle propose dans le tome 15, qui est une espèce de grand flashback raconté par le lieutenant Hawkeye sur ce qui s'est passé à Ishbal. Les crimes de guerre. L'instrumentalisation des alchimistes, parce qu'ils ont signé pour être nourris par l'armée, il faut qu'ils aillent au charbon et cramer des gens si c'est vraiment atroce, et effectivement il y a une espèce, encore une fois, d'empirisme qu'elle arrive à recréer, parce que c'est tous les cas de figure qui sont évoqués, les gens qui trouvent leur compte comme des psychopathes comme Kim Lee, les gens qui essayent de rester droit dans leur botte jusqu'au bout comme les Rock Bell, ou les gens qui craquent, et je pense que c'est ça aussi, c'était un des premiers mangas de la décennie 2000 qui proposait une vraie réflexion sur les post-traumatismes, et qui disait que c'était une réalité et qu'il fallait s'en préoccuper, quoi.
Donc, Bah ça, et bon, on en parlera peut-être plus sur les personnages plus tard, mais c'est vrai que c'est aussi ce qui ancre les personnages dans quelque chose de très réel et où tu t'attaches vraiment à ce quoi. Effectivement, quand tu vois Armstrong craquer parce que c'est un bon gars et que ce qu'il fait, il trouve ça horrible, bah oui, tout de suite, ça amène un truc où le personnage prend une épaisseur qu'il n'avait pas avant, quoi. Et effectivement, ce qui est le plus triste malgré tout dans une histoire comme celle-ci, c'est que à chaque guerre, on voit que l'histoire se répète et que ce manga est toujours autant d'actualité. Ça le rend encore plus universel, malheureusement, mais c'est vrai que c'est ça qui est. Alors, ça montre que d'une part c'est très bien écrit, mais que elle est un peu triste notre vie. On en resterait peut-être bien avec l'alchimie aussi. Bah, en fait, je voulais revenir sur une idée que moi j'ai depuis longtemps, mais c'est FMA, c'est vraiment une longue réflexion sur l'autorité et sur le pouvoir. Ah oui, moi j'allais dire ce problème, c'est les gens qui ont le pouvoir. Et en fait c'est ça, parce que tout du long, dès le tome 1, ils veulent de la force, ils veulent, avec un grand F quoi, pour réparer leurs bêtises, pour aller de l'avant, pour récupérer des choses qu'ils ont perdues. Mais la question de fond, c'est qu'est-ce que c'est être fort ? Qu'est-ce que c'est avoir du pouvoir, donc la force d'imposer aux gens aussi tes vues, tes objectifs. Et il y a aussi ce fait, ça alimente carrément toute cette jeunesse qui est son public, qui sont en général à cette période de la vie carrément en opposition avec les figures d'autorité. Ouais, donc c'est là où c'est super intéressant de voir effectivement chaque personnage en fait n'est jamais il n'a pas qu'une seule facette, il est toujours alors il y en a qui sont vraiment très très morcelés parce que je crois que le crime de guerre, c'est vrai que le colonel Mustang, je veux dire sa psyché, c'est vraiment la boule à facettes, il y a vraiment beaucoup de morceaux à recoller, mais c'est super intéressant de voir que encore une fois elle arrive à faire cet exercice de le rendre accessible, de rendre des problématiques très complexes qui vraiment qu'on n'a nécessitent toujours pas résolu malgré je sais pas combien d'années de civilisation à hauteur d'enfant. Et finalement, pour répondre à ta question, Max, c'est vrai que c'est limite confortable de se dire t'es dans une espèce de complot mondial et la répétition fait partie en fait d'une espèce de flux de malheur et qu'il faut réussir à couper quoi. Et on aimerait bien effectivement que notre réalité soit dans ce... Je sais pas comment finir ma phrase. On aimerait bien. On aimerait bien. Voilà, on valide ça. C'est quoi pour vous, qu'est-ce que vous avez vu comme inspiration culturelle dans Full Metal Alchemist ? Vous avez envie de faire des parallèles entre quelle région, quelle culture, quoi, où ? Alors le titre c'est Kubrick. mais non, je sais pas. C'est assez compliqué parce que à la fois on a l'impression de toucher du doigt ce qui a pu la nourrir et tout ça, et en même temps c'est tellement ancré aussi dans son œuvre que tu vois, à la limite moi le seul truc où je me suis dit là ça m'y fait quand même penser, c'est la fin. Pour le coup là je vais spoiler comme un gros porc, mais il y a une éclipse et il y a la vérité, l'homunculus qui veut rencontrer la vérité et tout, et là ça fait penser à Berserk, il y a l'éclipse, les formes qui remontent vers la lune et tout, ça honnêtement j'y ai pensé. Je me suis dit que ça devait quand même être une inspiration pour elle. Après, sur précisément quelle documentation historique ou quel type de population elle s'est inspirée pour tel peuple de son histoire. Bon, alors Xing, c'est la Chine, mais je veux dire, c'est le truc le plus évident. Mais c'est vrai que c'est un peu, à mon avis, elle s'est, comme a dit Julie plus tôt, à mon avis, elle s'est nourrie d'énormément de choses et ça devient difficile de trouver précisément qu'est-ce qui a nourri quoi. Ouais, en fait, alors moi, il y a eu 2 moments où je me suis dit, c'est quand il commence à aller dans les sous-sols de Centrale au QG. Et là, j'ai vu Akira avec tous les tuyaux, aussi, le trône, tu vois, plein de choses comme ça. Et aussi, quand il découvre les espèces de homunculus marionnettes là, pendus par les pieds, je me suis dit de la puta. Quand il découvre les armées de robots. Et parce que je pense que ça correspond à la génération dont elle est issue, qui avait vu ses œuvres. Mais après, effectivement, elle a dû ingurgiter masse de trucs et on peut pas savoir. Mais après, là, c'est marrant parce que je me suis dit, il n'y a pas la mer. Et c'est aussi un indice quelque part. Il y a une espèce de volonté de contrôle finalement. Il y a une espèce d'univers qui est
très. Alors évidemment, la Terre peut se continuer comme ça. Voilà, il suffit de traverser le désert pour arriver sur un empire complètement différent. Mais le fait que la mer n'existe pas, que les bateaux soient si peu représentés, c'est quand même une piste intéressante, je trouve. Bah tu vois, on finira sur l'héritage qu'elle a laissé, et c'est en ça que ça se différencie énormément d'un manga qui a pas mal de ces thématiques là, notamment au niveau de la guerre, du post-traumatisme, etc. Je vous laisse deviner de quel manga je parle, on va en parler dans quelques instants. C'est un manga incontournable, il a le droit à sa place au Panthéon parce qu'il a un univers construit, crédible, parce qu'il y a eu cette invention de cette proto-science, l'alchimie dans Full Metal Alchemist, qui n'est pas l'alchimie de partout non plus, tu vois. Il y a ce rapport entre la fiction et le réel, et puis un bon manga, c'est une bonne histoire et des bons personnages. Et voilà. Bah voilà, on arrive. C'est des bons personnages, c'est des personnages iconiques, c'est des personnages bien écrits, c'est des personnages réalistes. Là encore une fois, ils sont réalistes dans leur comportement. Ce petit complexe sur sa taille, je trouve que ça fait partie des petits ingrédients, tu vois, qui fait que on apprécie Ed, qu'on apprécie les frangins Elric tout court, quoi. Bah après, moi, je trouve qu'ils sont terriblement trop matures pour leur âge. Même si ça peut faire certaines décisions. C'est la vie de la ferme, ça. T'es mature plus tôt, ça. Ça doit être ça. Mais je pense que ne serait-ce que déjà le concept de base d'avoir un binôme de héros, parce que bon, Edward c'est le héros, mais en fait non, ils sont deux, il y a quand même les deux frères, c'est quand même, Full Metal, tout le monde a en tête l'armure de Hal, tu vois, donc c'est quand même un binôme de héros. Et ça, déjà, c'est une originalité en soi, et ça offre déjà aussi une perspective de situation à mettre en scène et aussi d'interaction possible, parce qu'au bout d'un moment c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils se séparent, ils vont chacun aussi vivre leur petite histoire, apprendre des choses de leur côté, puis après mettre en commun leurs découvertes, mais tu vois, ça c'est déjà aussi un truc qui est intéressant. Sauf que sur le point de départ de la série, Hal il est là comme faire valoir, c'est limite la mascotte rigolote du manga. Un peu, mais en même temps je trouve que en avoir fait des frères, ça dépasse ce cadre de la mascotte, parce qu'il y a quand même du coup tout de suite un truc, déjà un rapport à la culpabilité pour Edward, et aussi leur relation entre eux, et puis tu sais, le fait que en fait Hal, ok, c'est une mascotte, mais tu te rends compte très vite qu'il est quand même hyper balèze et qu'il est même plus fort que Ed en combat rapproché et tout, et que limite le seul truc qu'il a pas, c'est qu'il peut pas taper dans les mains, et à un moment donné il l'a. Donc du coup c'est vraiment je trouve que ce gimmick de départ qui est peut-être un code shonen, ça se trouve c'est l'éditeur qui a un peu c'est possible aussi, rien, tu vois. Et même de toute façon pour t'embarquer dans une histoire, oui, c'est bien d'avoir c'est bien, t'en as un qui est un peu plus rigolo que l'autre, t'as une interaction, t'as un design, et aussi puis c'est marrant de faire de ce personnage qui est menaçant par son design une espèce de grosse peluche toute gentille, tu vois, donc ça c'est rigolo effectivement. Non, mais après moi j'avais oublié que en fait, comme ils sont dématérialisés en même temps, en fait ils se mélangent. Ils sont plus que frères en fait. Et déjà génétiquement, ils sont très proches. En âge aussi, ils sont très proches. Mais il y a le fait que l'alchimie les a rendus presque inséparables, alors que ils vont aller contre ça. Encore une fois, ils vont vivre chacun leurs aventures, mûrir chacun de leur côté, affronter leurs propres démons. Parce que, c'est démons peut-être, c'est un mot trop comment dire, trop fort. Pour des gamins de 15 ans. Mais non, mais c'est vrai. Et en même temps, c'est vrai que moi aussi, c'est un truc que j'avais oublié, le fait que au moment donné où ils se rendent compte que Edward il est peut-être petit parce qu'en fait il compense la croissance de Hal et il dort beaucoup parce que Hal il peut pas dormir et tout, et ça c'est vrai que j'avais complètement oublié. Je me suis dit putain, c'est trop fort encore d'avoir imaginé ça. Et puis tu vois, genre typiquement il y a un moment que je trouve très fort aussi dans le manga, c'est le moment où Hal il se met à douter de Ed, de vraiment de ses souvenirs, tu vois, il se dit mais en fait ça se trouve tout ça est une invention, et ça, je trouve que c'est un ressort narratif très fort. Et puis, je trouve que ça vient perturber leur relation qui, jusqu'ici, était justement un truc très pur de vraie fraternité, pas très conflictuelle, quoi. Finalement, ils sont ensemble et tout. Et là, je trouvais que ça venait complètement casser ça, et c'était vachement bien mis en scène et bien amené. Puis ça arrive assez tôt, mais du coup, c'est bien,
On revient tout de suite après sur quelque chose de mieux, mais je trouvais ça très fort d'avoir mis aussi du coup ça crée aussi à cette situation un truc très fort, quoi. Ouais, mais après elle a un truc avec les fratries, hein. Il n'y a pas que eux dans le manga, il y a plein de frères et sœurs qui se fritent. Moi j'adore les Armstrong. Oui. Enfin je veux dire, j'adore la fratrie Armstrong. Olivia c'est il est vraiment très voilà, vraiment très très classe, mais c'est intéressant de voir les allées et venues, parce que finalement les autres fratries sont beaucoup plus conflictuelles, sinon toutes conflictuelles. Puisque même les Sinois, ils sont clairement en conflit ouvert pour que chacun rapporte la pierre philosophale à la maison et que papa dise oui, bravo mon fils ou bravo ma fille, etc. Mais c'est vrai que c'est si, il y a Scar et son frère, a priori ils s'entendaient bien. C'est ce que j'allais dire. Il nous reste celui qui ne peut plus s'engueuler avec son frère, c'est Scar. Ouais. Et Scar, on a envie de l'opposer à Ed. Ah ouais? Ah mais c'est marrant comme ça. On a envie de les mettre en miroir, tu vois. En fait, c'est ça qui est assez fort aussi, et c'est ce qui rend ce personnage très cool. Bon, déjà son design il le rend très cool, parce que voilà, il a quand même un design très 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 particulier. Il est super balèze, super menaçant. Il est terrifiant, quoi. Vraiment, la première fois qu'il arrive, c'est un boogeyman, quoi. Le gars, il a l'impression qu'il peut tuer tout le monde, quoi. Il tient la dragée haute aux alchimistes. Ouais, voilà. Et très vite, sa rivalité entre guillemets avec Ed va se transformer en autre chose. Et tu croyais que c'était l'antagoniste, et en fait, pas du tout. Il est aussi un élément de tout cet ensemble. Et enfin, voilà, ça c'est encore une fois des choses qui nuancent le récit et qui le rendent vraiment passionnant aussi, quoi, parce que t'es surpris, et finalement ce personnage-là, la première fois que tu lis, tu sais pas trop où il va t'amener, et finalement là où elle l'amène, ça le rend encore plus intéressant qu'il pouvait l'être au départ, quoi. Je reviens aux techniques scénaristiques. En plus, il arrive à un moment donné où on est censé découvrir un vrai méchant habituellement dans les mangas. Oui, elle a joué dessus. Bien sûr, mais dans nos rythmiques de lecture habituelles, nous gros lecteurs, on se fait aussi piéger par ça, et c'est là où c'est très fort, quoi. Je trouve. Moi, à vrai dire, Scar, il m'avait pas. C'est pas vers lui que mon regard se portait, si tu veux. Et là, en fait, je me suis rendu compte, en t'entendant parler, que ce qui était intéressant dans toute sa construction narrative, c'est que elle a réussi à faire en sorte que les choses vraiment très mauvaises, ça ne soit jamais dû aux humains, au sens où ils ont été trop bêtes. Ils n'ont pas réfléchi assez pour choisir quelque chose qui était naturellement bon, naturellement digne. Et en fait, elle a tout mis sur le dos de ces créatures absolument supra-humaines ou infra-humaines, on ne sait jamais en fait, mais qui ne sont pas humaines. Donc c'est là où elle tire bien son épingle du jeu. Et après c'est aussi pareil sur le personnage de Scar. Ce que je trouve intéressant, c'est que sa particularité, c'est que certes il est très balèze et tout, mais il a une forme d'alchimie qui fait qu'il peut que détruire les choses, et ce que je trouvais assez beau aussi d'un point de vue purement symbolique et dans la mise en scène, c'est que le moment où sa rédemption entre guillemets entre en jeu, c'est le moment où en fait il développe l'autre partie du pouvoir de l'alchimie, qui est de créer les choses. Et tu vois, là il y a un truc aussi à mon avis, l'autrice, effectivement, qui quelque part, tout l'enjeu de son manga, c'est un peu de parler de ça, quoi, de dire, en gros, on est quand même globalement, nous les humains, traversés par des espèces d'affects tristes, quoi, qui sont la quête de pouvoir, la quête de vengeance, la quête de tout ça. Et ça, c'est notre premier réflexe, et on est tous un peu, tu vois, victimes de ça. Scar le premier. Mais le moment où on va vraiment devenir des hommes, quoi, et être au niveau de notre humanité, c'est le moment où justement on va transformer ces affects ou développer d'autres affects qui sont pas tristes, quoi, plutôt joyeux et plutôt créateurs, quoi. Et parlons donc de ces êtres qui ne sont pas des humains, qui sont les antagonistes de la série, sur lesquels on a mis tous les archétypes possibles et imaginables. Et c'est vachement bien d'avoir fait ça. Faut absolument pas prendre ça comme une critique. Pierre philosophale, Ouroboros, péchés capitaux. On a tout mis. Ouais, c'est ça, le combo, le bingo. Mais sauf que ça marche trop bien.
C'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que on sait que c'est les péchés capitaux, donc on sait qu'ils en représentent chacun un et qu'ils vont avoir leur caractère qui est relié, mais ils peuvent aussi nous surprendre par rapport à ça. On se fait autant piéger par notre connaissance que par ce qu'elle nous propose. Bah, ça montre aussi, alors ça je sais pas si c'était son intention, mais ça montre aussi un peu la limite de ce concept des péchés capitaux, parce qu'au final c'est un peu limitant de dire qu'il y a 7 travers de l'humanité, parce qu'évidemment c'est beaucoup plus compliqué que ça, et un travers peut très bien amener 10 000 autres choses qui vont derrière, et je trouve qu'effectivement s'en être servi pour dépeindre des antagonistes, ce qui permet en plus de les identifier très vite, quoi, de se dire bah voilà, oui, Gluttony c'est un gros qui mange, Lust c'est une nana hyper sexy, enfin tu vois, il y a un truc où elle joue des archétypes pour finalement effectivement te faire ressentir des choses au moment où justement cet homonculus va aller au-delà de l'archétype qu'il représente, quoi. Et ça je trouve c'est aussi une preuve d'intelligence. Lequel vous fait le plus peur pour le... Non, vous avez pas un classement des homonculus? Bah si, Gluttony en fait. Ouais. Au début, Bah moi j'avoue que il est trop débile en plus. Je sais pas, moi les gens bêtes comme ça me fait peur. Moi je sais pas, je pense que j'ai vraiment le combat qui m'a fait le plus flipper, c'est à chaque fois quand il y a Pride. Je trouve qu'il est, c'est vraiment la peur primale de l'obscurité, quoi. Tu vois, ça est vraiment un truc. Mais il a un peu cheaté, tu vois. Oui, bien sûr. Non, moi je trouve le plus terrifiant c'est King Bradley, quoi. Et en même temps c'est le plus stylé. Enfin genre vraiment moi ce personnage c'est du génie, hein. Moi la création de ce personnage, je trouve que c'est en plus elle s'embarrasse pas de te faire croire longtemps que c'est un gentil, tu vois. Non. Très rapidement, et même avant même de dévoiler officiellement que c'est un méchant, elle te montre une scène où il est horrible, et genre vraiment il se bat contre des méchants, paraît-il, mais il a un comportement odieux, enfin vraiment de monstre, quoi, à se battre contre eux, et en plus il est super fort et tout, il a l'air imbattable, machin. Et moi je trouve que ce soit dans son design, sa manière de se battre, ce qu'il représente, même symboliquement, quoi, comment il a été créé et tout, moi ce personnage je trouve que c'est vraiment un des plus géniaux du manga. Alors Dieu sait s'il y a des personnages géniaux dans ce manga, mais moi je trouve que King Bradley c'est une création incroyable en termes d'antagoniste. C'est vraiment un personnage je le trouve quasiment parfait, quoi. Et par rapport au hit du manga d'aventure et d'action, je trouve qu'il y a, et par rapport au nombre de tomes, qu'il n'y a pas tant de personnages que ça. Non. Après, il n'y a peut-être pas tant de tomes que ça aussi non plus. C'est sûr qu'il était monté à 50 tomes, on en a sûrement eu plus, mais... Ouais, mais en fait, c'est vraiment... moi, je trouve que c'est vraiment ce qu'il faut. Enfin, je veux dire, c'est une espèce de perfection pour le coup dans cette œuvre, parce que on sait quand tu commences maintenant, en tout cas, on sait que ça se finit. Enfin, je veux dire, il y a une fin cohérente, une fin construite, réfléchie, qui va se déployer comme ça très très doucement et qui va t'amener par palier à vraiment vouloir connaître la fin, etc. Et il y a pas besoin de plus effectivement de personnages, c'est-à-dire qu'ils sont tous introduits à partir du tome 15, donc à peu près les 2/3, quoi. Et surtout, moi, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'elle utilise aussi beaucoup les personnages secondaires, voire tertiaires. Je sais pas si vous savez regarder, mais il y a des gens qui se font tout le temps braquer leur caisse. Bah, c'est tout le temps les mêmes, c'est tout le temps le même couple qui se fait. Bah, tu regarderas, c'est très drôle en fait. Mais ça, c'est une vraie force aussi qu'elle a, je trouve, c'est que, bon, tu dis, il n'y a pas tant de personnages comme ça, il y a quand même une sacrée galère. À un moment donné, il y a une image dans l'un des derniers tomes, c'est une double page avec tous les persos gentils, entre guillemets, qui se font un check, et ça fait quand même un peu de monde, tu vois. Mais je trouve que moi, là où elle est super forte, c'est que même le personnage le plus secondaire, il va avoir son petit moment, et je sais pas quelle est la magie qu'elle utilise pour ça, mais elle a une capacité à introduire un personnage rapidement et à te faire comprendre, genre le cas d'école, je trouve, c'est le moment où t'as la petite sous-brigade du colonel Mustang, là, ils arrivent tous en genre 2 cases, t'as compris qui c'était chacun, et ils sont tous pas stylés parce que voilà, ils ont des personnalités différentes et tout, mais ils ont tous un truc qui fait que tu les comprends. Enfin, je sais pas, tu comprends tout de suite qui ils sont, et tu vas t'intéresser à eux en disant ah oui d'accord, et alors lui il pourrait faire quoi. À la limite, le seul, je trouve, qui a pas trop son moment, c'est celui avec les lunettes là, le petit Fury aussi. Ouais, mais il est moins que les autres, je trouve. Et bref, et je trouve mais il est moins gradé que le chien, hein, oui, c'est vrai. Et je trouve que ça, elle a une capacité où le petit personnage secondaire qui va arriver comme ça, et il va direct avoir un nom, et puis il va un grade, et puis il va faire un truc et tout. Et ça, ouais, je trouve qu'elle fait partie de ces auteurs et autrices qui arrivent à
à réussir ça d'une manière assez prodigieuse et jamais forcée, tu vois. Genre, il n'y a même pas le truc de, tu sais, le code du shonen de quand il y a un perso qui apparaît, il y a un cadre avec son nom. Elle n'utilise même pas ça, c'est qu'il est introduit, c'est dans le dialogue que c'est dit comment il s'appelle et tout. En fait, il y a plein de fois où ils arrivent, ils sont là, ils font leur taf, un chapitre, 2 chapitres, et en fait 3-4 chapitres après, tu sais enfin leur nom. Ouais. Oui. Genre le général Grumman, il apparaît plein de fois, et là tu fais, mais comment il s'appelle? Et en fait, tu dois attendre vachement longtemps pour avoir la réponse. Et elle ne fait pas ça que pour un seul de ses personnages. Et des personnages, je trouve qu'ils deviennent assez rapidement iconiques. Alors c'est souvent, effectivement, chez les militaires que ça arrive. Ils sont très nombreux en même temps. Mais tu vois, genre quand il y a le petit flashback sur Ishbal et la guerre et tout, il y a l'alchimiste avec ses grosses moustaches là. Basque grand. Ouais. Mais lui, tu vois, genre en vrai, il est là à ce moment. Mais après, c'est pas ce qu'il est devenu, ce mec. Mais il y a un peu plus de grain à moudre dans l'animé, je crois. Mais tu vois, ce perso est très très stylé et en plus, je sais que parce que quand tu lis la Perfect Edition, sous les jaquettes, il y a des crowbars et des petits commentaires. Et je crois qu'elle avait prévu un moment qu'il soit plus important, qu'il ait une relation avec Olivia Armstrong et tout, et que pas une relation, on s'entend, mais qu'il ait des interactions avec elle. Et finalement, c'est vrai que tu te dis bon bah en fait il y a pas ça, mais ce mec existe quand même et il a quand même un rôle et tu t'en souviens quoi. Mais ces petits éléments, ça me fait penser à un autre manga avec l'histoire d'un frère et une sœur, famille morte, tout ça. On va en parler dans quelques instants. Il y a un petit élément aussi, on aurait dû faire une émission 100% que là-dessus, mais tout le monde m'a dit non. L'histoire d'amour de Full Metal. Mais quelle histoire d'amour du coup? Mais si, on le sait. Les histoires d'amour, mais là, l'histoire d'amour, pardon, avec un grand H, avec un grand A, avec enfin bref, avec un grand Ed, enfin un petit Ed quoi. Oui, d'accord, je vois. Oui. Parce que moi, je pas ça. Ça faisait partie des choses que j'avais envie de voir arriver au bout du manga. Ouais. Pourtant, on a ce qu'il faut. Moi, je la trouve mignonne, mais je trouve qu'elle est un peu trop dans les codes du shonen de ils savent pas quoi se dire et machin. Elle est quand même un petit peu dans le cliché de ce truc. Et limite, j'aurais préféré que, tu vois, je sais pas, que ça aille un peu plus loin, qu'il se fasse au moins un bisou. Tu vois, il y a même pas ça. Ils se prennent juste dans les bras. Et genre, voilà. Pour moi, en fait, la vraie histoire d'amour, c'est entre Roy Mustang et Yeza Hawkeye. Qui est terrible en plus. Parce qu'elle peut pas se concrétiser. Je veux dire, c'est vraiment. Mais celle-ci, elle est triste. Par contre, ce qui me permet de rebondir aussi, c'est que ça, on en a pas parlé, c'est quand même dommage sur la partie des personnages, mais les personnages féminins, quand même, dans ce manga sont hyper bien écrits et c'est pas toujours le cas dans un shonen. Donc je trouve qu'il faut quand même aussi appuyer le truc parce que vraiment Riza Hawkeye fait partie des personnages les plus stylés de l'histoire du manga, tout manga confondu, tu vois, genre alors qu'elle a un rôle vraiment assez secondaire dans l'histoire, mais je sais pas, c'est pareil, il y a une forme de création géniale dans ce personnage, alors que voilà, je saurais pas dire pourquoi, mais ce personnage-là, il est génial, quoi. Il est trop cool, le design est trop cool, elle est, je sais pas, ses compétences, son truc. Elle a une histoire incroyable parce qu'elle choisit beaucoup de choses et elle sait pertinemment qu'elle fait des mauvais choix. Enfin pas mauvais au sens où elle sait vers quoi elle va, mais elle ne fléchit pas. Et en fait, c'est ça, c'est que tous ces personnages, je pensais à Kimblee, je pensais à Kim Bradley, même au dernier moment, ils ne lâchent pas ce qu'ils sont. Et quitte à faire à dire aux gens, mais en fait, on ne s'est pas côtoyé assez. Parce que tu penses vraiment que j'aurais dit ça. Enfin, et c'est incroyable ce genre de clin d'œil. Parce que Grid, alors là, c'est genre flamboyant, comme le pied de nez qui fait à tout le monde, quoi. Et c'est ça, c'est qu'elle les lâche pas du tout. Et ce qui, moi, me fait rire, c'est qu'elle ne propose pas, comme beaucoup de mangaka, des fiches complètes sur ces personnages avec leur groupe sanguin, leur date d'anniversaire. Elle est là, genre, on s'en fout de tout ça parce que en fait ils sont plus que ça, c'est plus que des personnages, ils sont vraiment presque humains, quoi. Le département marketing est très déçu. Pourtant écoute, il y avait des sondages ou pas? Non, c'était pas trop mais j'ai vu une convention il y a pas longtemps où il y avait quelqu'un qui était en uniforme d'Amestris et c'est vraiment classe.
En guise de conclusion à cette émission, je vous propose de vous pencher maintenant sur l'héritage d'Hiromu Arakawa. Et c'est difficile comme partie, comme question. C'est pour ça qu'on se l'est mis sur la fin de l'émission, parce qu'on n'a pas tant de réponses que ça, et en même temps on a des idées, parce que Hiromu Arakawa est toujours en activité. Beaucoup de mangaka, quand ils font des succès tels, s'arrêtent ou font des choses un petit peu plus personnelles, annexes, plus dans le plaisir, pas envie forcément de s'imposer, de faire quelque chose de populaire. Bah, pas elle. En fait, elle a commencé Hero Tales alors qu'elle n'avait pas fini Full Metal Alchemist qui était encore en cours de parution. Donc elle aime bien faire beaucoup de choses à la fois, ce qui est super pour nous. Et du coup maintenant on peut lire Tsugai et You. Effectivement, donc aujourd'hui on a Tsugai qui est donc sa nouvelle aventure, et je souhaite que Tsugai nous emmène aussi loin, en tout cas qui est son héritier officiel. Exactement. Et puis même en termes de design, tu vois, du personnage principal, forcément. Moi, je me posais aussi la question, je voulais sortir du manga un instant, c'est est-ce que FMA peut s'asseoir à la même table que des récits littéraires comme Eragon, comme Harry Potter, comme The Witcher, comme Narnia, comme les Annales du Disque Monde. Est-ce que on peut les mettre à la même table? Moi, je pense, parce que sans qu'on se regarde bizarrement. Il y a un truc quand même, je trouve que Fullmetal a par rapport à pas mal d'autres mangas, c'est une espèce de code d'amour qui est assez folle. C'est-à-dire que je connais pas une personne qui a lu Fullmetal et qui m'a dit j'ai pas aimé, tu vois. Il y a un truc vraiment, et même souvent ça fait vraiment partie des mangas préférés des gens. Genre l'exemple typique, ce week-end, pour préparer l'émission, je finissais de lire la Perfect Edition. J'étais en week-end avec des amis de ma copine qui sont un tout petit peu plus jeunes que moi. Ils ont la trentaine, mais ils m'ont vu lire Fullmetal, ils ont tous câblé en disant tu as lu Fullmetal, machin et tout, alors que c'est pas des gens vraiment dans le manga, tu vois, c'est vraiment un truc de la pop culture de leur époque, de leur génération, qui connaissent. Et quand je leur ai dit que je prépare un podcast sur Fullmetal, ils étaient comme des dingues, ils se disaient mais attends, c'est trop bien, et du coup t'es payé pour lire des Fullmetal? Alors je dis non, je suis pas payé, mais et donc vraiment je trouve qu'il y a un truc, c'est un exemple qui a l'air anecdotique comme ça, mais je trouve que c'est révélateur du fait que c'est devenu un produit de la pop culture propre à une espèce de génération, et une image, enfin genre les personnages de Ed et Al, c'est des icônes de la pop culture, quoi. Maintenant t'as des fanarts de partout, enfin je veux dire, c'est des images connues, quoi. Moi j'ai une autre anecdote, parce que j'étais l'an dernier dans une librairie très connue à côté d'une université, donc il y avait des jeunes gens qui ont 20 ans ou un peu moins, un peu plus. Et en fait, j'ai entendu « Faut que tu lises ça, c'est un peu vieux, mais qu'est-ce que c'est bien !» Et c'était Fullmetal Alchemist. Waouh, c'est un peu vieux. Je suis désolé, mais oui, c'est vieux. Hein, Ceci dit, maintenant, quand tu vois les fans de Harry Potter dire « Ah ouais, je me souviens quand j'étais petit, c'était vachement bien. » Comment ça, quand t'étais petit, c'était vachement bien? C'est pas si ancien que ça. C'est cette génération dont je parle, exactement. Il peut lui manquer pour être sur ces mêmes romans, sagas littéraires, un film hollywoodien peut-être. Vu ce qu'il parce nous que vu ce qu'on a eu du côté du cinéma, du film japonais, de la production japonaise sur FMA. Bon, le film Eragon, tu veux qu'on en parle? Le film Eragon, on peut en parler aussi. Il y a 2-3 trucs à dire. Mais non, peut-être il y a un côté. C'est pas une licence aussi puissante, tu vois. Il n'y a pas eu moult spin-off, des adaptations en jeux vidéo de partout. Il y en a eu probablement, mais je veux dire, c'est pas des trucs qui ont vraiment percé, quoi, entre guillemets, quoi. Et le film qu'il y avait eu, là, il était pas terrible, quoi. Non, pas vraiment. Oui, après, moi je pense qu'il peut, carrément être assis à la même table. Après, faut accepter qu'il n'est pas tout à fait comme les autres. Voilà. Ouais, exactement. Et en termes d'héritage sur le manga, moi je pars du principe que en fait il y a quasiment pas un seul auteur célèbre actuel, des nouveaux auteurs, qui n'a pas lu Fullmetal Alchemist et qui n'a pas été un tout petit peu inspiré. Alors effectivement, quand on parle de la réaction à la guerre, du post-traumatisme, je pensais évidemment à l'attaque des Titans, qui a des parallèles assez forts avec Fullmetal Alchemist. Je pense aussi à Demon Slayer. Oui, on en avait parlé, je crois. Énormément de petits ingrédients sur des petites choses, des tips entre guillemets que l'autrice de Demon Slayer a pris, je trouve,
retrouve dans Full Metal Alchemist. Moi, je voyais aussi. Demon Slayer aussi, effectivement, et l'Atelier des Sorciers, parce qu'il y a quand même ce truc de réparer une connerie. Enfin, l'enjeu, c'est quand même réparer une connerie. Une grosse connerie. Une grosse connerie. Une connerie avec un gros C. Le système des pouvoirs avec les cercles à dessiner, machin, enfin tout ça, oui, ça vrai, il fait quand même vachement penser. Et puis aussi ce truc de on n'est pas sur un manga où c'est du power-up et développer, tu vois, c'est vraiment un truc sur la connaissance, apprendre et tout. Donc c'est vrai que je le trouvais assez dans cette filiation-là, même si c'est pas du pur shonen en soi. Et c'est vrai que du coup, et Demon Slayer et l'Atelier des Sorciers, c'est des autrices. Donc c'est vrai est-ce qu'il y a aussi une espèce de... Je sais pas comment dire. Ou une reconnaissance, tout simplement, tu vois, parce que... Une figure de marraine, tu vois, genre Hiromu Arakawa est là pour un peu... Oui, je pense qu'elle a ouvert la voie et qu'elle a quand même fait beaucoup pour... un peu comme Takahashi, dont on parle pas beaucoup, qui sont arrivés en mode chasse-neige, genre hop, 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 hop. Non, moi j'ai ça comme idée, j'ai bien travaillé mon sujet, pof, 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 et elle y va. Elle est sur son tracteur et elle se crée une droite. Ouais. Donc, poussez-vous les mioches. Je m'installe et évidemment que sur les côtés et dans le sillage, il y a plein de gens qui vont venir s'engouffrer, dont beaucoup de jeunes autrices. Et c'est ça qui est chouette et qui donne une intemporalité assez rare à ce récit, parce que je me souviens de l'un de nos auditeurs, je crois que c'était Guillaume son prénom, je me souviens plus, qui était avec son beau-fils de 10 ans, et à 10 ans il arrive à l'antenne. C'est une émission qui date d'il y a un peu plus d'une année maintenant, je dirais, et on lui demande son manga préféré et il nous dit Full Metal Alchemist. Yay. C'est pas bien, beau, la ça. Relève est là. La relève est là, exactement. Cette émission est très incomplète dans le sens où on avait encore une 4 pages. Je trouve qu'on a réussi à parler de pas mal de choses quand même. C'est vrai, mais on pourrait aller plus en profondeur sur tout un tas de choses. On va voir comment vous réagissez, ce que vous avez envie aussi de dire. Nourrissez-nous de vos réflexions sur Full Metal Alchemist. On va tout lire, tout prendre en compte, puis ça nous fera réfléchir pour l'année prochaine. Merci d'avoir écouté cette émission. Lisez, relisez Full Metal Alchemist, faites-vous plaisir. Et on vous dit à dimanche. Salut. Merci.